Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour commenter l'actualité ce matin, nous avons avec nous le professeur Janin Léonidas. Il est là et quand on parle de l'actualité à commenter, on parle des élections, on parle aussi de l'insécurité. Voilà, c'est ce qui fait l'actualité encore aujourd'hui. Professeur, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous. J'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. D'ailleurs, je peux rappeler au public que vous êtes aussi présentateur d'émissions. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour, téléspectateurs et auditeurs de Radio et Télémétropole. Oui, c'est vrai que sur Radio Quisqueya, j'anime l'émission en profondeur chaque matin de 8 h à 10 h, sauf le mercredi, bien sûr, c'est pour ça que je suis avec vous là aujourd'hui. Et c'est quand même un plaisir de parler de ce pays, de l'actualité nationale, de ce qui nous dérange, de nos expériences surtout. Avant l'émission, on parlait de vos parcours, de vos moments de passe-temps, tout ça. Et vous nous avez appris que vous avez eu la possibilité de parcourir toute la République. Et c'est ce qui vous manque aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut. Et ça peut vous rendre aussi nostalgique. Nostalgique, oui, mais de quel pays? Parce que nous avons plusieurs pays sur le même territoire. Est-ce que je suis nostalgique de la République de Port-au-Prince, où jeunes, j'allais danser, aux jeunes, on allait sur la côte des Arcadiens à la mer? Nostalgique de ce pays profond comme Amarigo ou comme Adam-Marie? Nostalgique de quel pays? Quand on arrive dans une zone pour la première fois, comme dans les hauteurs de Grigri, où il n'y a absolument aucun service public, et on découvre qu'il y a une population abandonnée à elle-même. Parce que sur le même territoire, M. Théodore, nous avons plusieurs pays. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous a amené de cette situation-là. Oui, on peut toujours dire, ce qu'on veut, mais la réalité reste ce qu'elle est. Donc, avec les bons comme les mauvais moments, on a eu quand même un pays pour lequel on a de profonds sentiments. Et il y a tellement de bonnes choses, il y avait tellement de bonnes choses, et que l'on peut se trouver en droit de dire qu'on est nostalgique. Bagaille était bon. On avait cette liberté de circuler. On n'a plus cette liberté de circuler, d'aller où l'on veut. C'est vrai, mais il y a encore de bonnes choses dans ce pays. L'autre jour, vous et moi, on a été au Cap-Haïtien, à Limonade, on a fait un petit peu le tour, la grande tournée du Nord. On a vu justement que ce pays recèle encore des possibilités énormes, des gens honnêtes. Il faut tout simplement qu'il y ait un effort commun qui doit être fait pour ramasser les énergies, pour redéfinir ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire une pensée haïtienne qui pourrait nous permettre de construire l'État-nation. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est que depuis 80 ans, nous sommes dans une errance totale. Il fut un temps où dans ce pays, il y avait des intellectuels qui normalement donnaient le ton au pays. Qu'on le veuille ou non, le 19e siècle est traversé par une pensée haïtienne. Qu'on le veuille ou non, après l'occupation américaine, on a vu quand même des intellectuels haïtiens prendre position pour défendre le pays, la nation, et pour dire exactement voilà où nous sommes. Aujourd'hui, non seulement il n'existe plus une pensée haïtienne, aujourd'hui il n'y a pas une élite nationale, mais aujourd'hui, ce qui est le plus grave, c'est qu'il n'y a même pas une jeunesse dans ce pays.
toute la force de ce pays réside en dehors de ce pays. C'est vrai que j'ai la chance de rencontrer des jeunes dans le nord, dans le sud, dans la Grande-Anse, partout où je vais faire des conférences, mais je dis que c'est une minorité sur laquelle on doit compter, sur laquelle on peut compter. Mais aujourd'hui, pour construire ce pays, nous devons penser à une jeunesse qui se retrouve dans les communautés haïtiennes du dehors. Il faut les intégrer, ouvrir la double nationalité et les faire revenir dans ce pays pour l'investissement, pour le savoir, pour tout ça, etc. C'est une force qu'on ignore, c'est une force dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir construire l'État-nation aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous fait défaut, c'est la pensée haïtienne. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de pensée haïtienne? Depuis, si je regarde par exemple les dernières élections qu'on a eues de 86 jusqu'à aujourd'hui, si je demande de côté François Maninga, qui avait justement un plan, une méthodologie, il n'y a absolument rien. Ce sont des slogans qui ont conduit ce peuple à voter. Parce que la presse, parce qu'il y a une certaine bourgeoisie, parce qu'il y a une classe politique qui s'amuse à lancer des slogans. Il n'y a pas une pensée, il n'y a pas un plan de développement, il n'y a absolument rien. Ce qui signifie que nous sommes aujourd'hui dans une société où la sécheresse des idées nous a conduit justement dans cette situation. J'ai l'habitude de dire... Mais selon vous, est-ce que c'est parce que le peuple n'a pas trouvé mieux qu'il se laisse mener par les slogans? Non, parce que nous avons fait le choix de lui donner des slogans. Vous comprenez bien? Les slogans ne viennent pas de la masse. Ce sont des politiques, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des intellectuels, de gauche ou de droite, qui, normalement, poussent en avant des slogans, colportés par la presse, certainement, par les partis politiques, en plus. Et ça nous mène justement à orienter les gens vers un choix facile. Ce n'est pas un débat d'idées, ce n'est pas un programme politique. Non, mais est-ce que ce choix facile, ce n'est pas d'abord les élites ou encore la classe? Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite, ok, mais c'est les décideurs qui... Justement, merci du mot. Ce sont les décideurs, justement, qui décident de faire l'option facile. Ça veut dire de choisir des slogans. Au lieu de vous... Parce que ça vous prend de l'énergie, beaucoup de temps, de l'argent aussi. Excusez-moi. De présenter un programme politique. C'est beaucoup plus grave que ça. Penser est une dignité qui n'est pas accessible à tout homme. Et ce n'est pas l'école qui permet de penser. Comprenez bien, on peut se retrouver dans les hauteurs de Belance ou de Bombardeau Police et rencontrer un paysan qui n'a jamais été à l'école, mais qui prend le temps de penser. Ça veut dire qu'il regarde un problème, qui fait la dissection de ce problème, compare les différentes possibilités qu'il a devant lui, et enfin, après avoir mûrement réfléchi, fait le choix d'opter telle solution. Aujourd'hui, chez nous, quand nous regardons ce pays, depuis peut-être le départ de Duvalier, qu'est-ce qu'il y a comme plan? Qu'est-ce qui traverse cette société qui nous permet, en tant que peuple, de dire que, premièrement, il y a un ciment entre nous. Deuxièmement, il y a un plan national. Troisièmement, il y a peut-être des hommes qui pensent pays et qui veulent nous mener dans une direction bien déterminée. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons simplement des affairistes à tous les niveaux qui pensent pouvoir continuer avec ce système aujourd'hui qui est défaillant, qui est décadent, qui est moribond. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a sécheresse d'idées. Certainement, il y a une sécheresse d'idées grave. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence, professeur? Parce que là, j'ai comme l'impression que nous avons choisi la solution facile. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire mieux. Ah non, je n'ai pas dit ça. Certainement. Vous savez, dans ce pays, nous optons pour des individualités. Nous n'avons jamais choisi de développer l'esprit communautaire, de dire que nous sommes l'État-nation. Comprenez bien. Il y a Firmin, il y a le Joseph Janvier, plus près de nous, il y a Leslie Maniga. C'est-à-dire que ce sont des individualités. C'est comme par exemple pour notre équipe de football. Il y a des individualités qui sont capables de briller de n'importe quelle sélection, mais nous n'avons pas eu la cohésion et le temps nécessaire pour former une équipe. Aujourd'hui, après 2 siècles et 20 ans et plus de liberté, il faut nous arranger pour que nous ayons un orchestre.
Ça veut dire un chef d'orchestre capable de donner les directives et des musiciens qui vont exécuter la partition. Ça veut dire... Le chef d'orchestre, ça peut être un leader politique, un premier ministre, un président ou quelqu'un de la société civile. Ça peut être aussi une personnalité. Comprenez bien, Wendell. À certains moments, quand on parlait de Maître Gérard Goug ou bien de Franck Etienne, ce pays se reconnaissait dans ses valeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Absolument rien. Ça veut dire que nous avons une société creuse, incapable de produire des personnalités, des idées, des projets, pour dire qu'il y a une image à changer, il y a un pays à construire, il y a une façon d'être en tant qu'Haïtien. Et c'est grave. C'est grave parce que nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir parce que pendant un certain temps, nous avons choisi de détruire notre propre image. C'était pour combattre Duvalier. Je peux comprendre, il y a des raisons contre la dictature. Puis l'international a détruit notre image. Haïtien Baïsida, puis un ensemble de choses. Voilà qu'à aucun moment, il n'y a jamais eu une réponse. À aucun moment, il n'y a jamais eu un groupe qui décide que Haïti est une nécessité. Haïti est un projet à construire longuement et qu'il faut changer l'image. Pendant 40 ans... Je comprends l'individualisme dont vous avez parlé il y a quelques instants. Chaque monde était tué, ouais. Aussi simple que ça, il n'y a pas un projet pays, il n'y a pas une société. Comprenez bien. Aujourd'hui, quand nous parlons de pays, en commençant l'émission, j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs pays dans ce pays. Il y a la République de Port-au-Prince. Il y a de l'autre côté les grandes villes. Puis il y a le pays profond, ça nous est le pays en dehors. Et même là encore, il y a tellement de disparités, il y a tellement d'inégalités, qu'il faut que nous fassions l'effort de nous ressaisir pour construire l'État-nation. En vous entendant parler, professeur, on a aussi l'impression que vous auriez préconisé, s'il vous était permis, d'aller ou encore de retourner à la source, le pays profond, justement. Certainement. Là, il y a des gens totalement honnêtes, des patriotes, des gens qui se sacrifient littéralement. Sans savoir, inconsciemment. Non, pas inconsciemment. Nous nous sommes arrangés pour les détruire. Nous nous sommes arrangés pour ne pas les valoriser. Je vous donne un exemple très simple. Je connais un monsieur à Marigot qui, pendant 10 ans, achetait des fruits de mer, les mettait dans un bus et les revendait à Port-au-Prince. Jusqu'à ce qu'il ait pu faire l'économie pour acheter son propre bus et d'avoir une douzaine de glacières pour transporter justement ses produits. Il a été véritablement un beau matin mis en faillite. Il a perdu et son fonds de commerce et le bus parce que justement des événements politiques ont détruit ce qu'il avait comme capital. J'aurais pu donner l'exemple d'un homme que je connais, Adam Marie, qui, pendant longtemps, a élevé sa famille en plantant des ananas sur 100 carreaux de terre. Il ne peut même pas arriver à les vendre à Jérémie, vu l'état de la route. Nous ne pouvons pas faire une société, un pays, un État-nation, avec des gens qui se sacrifient et où le système les empêche véritablement d'évoluer. Vous parlez de système, ou bien vous parlez de la façon dont on fait de la politique en Haïti aujourd'hui? Non, mais c'est un système. Ça veut dire, et c'est pour ça que moi je dis que ce pays n'est pas en crise. Ce pays est en crise systémique. Ça veut dire que c'est le système que nous avons implanté dans ce pays. C'est une république qui est contre l'État. C'est un État qui est anti-citoyen que nous avons tissé au fil de 2 siècles et demi plus d'histoire, qui aujourd'hui est incapable de se renouveler. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons besoin de dire que Haïti doit exister, l'État-nation doit être créé, les sacrifices doivent être faits, définir les objectifs et de se dire, voilà, le partage sera un partage national. Ça veut dire qu'il faut que le projet puisse englober tout le monde. L'individu qui a un bombardement de police qui n'a pas d'acte de naissance, ou celui qui est
au rôle de Kawan, qui n'a absolument aucun service public, pas de centre de santé, absolument rien. Il faut que nous puissions ensemble comprendre que la nation, eux aussi. Ce n'est pas seulement la République de Port-au-Prince. Avez-vous une idée d'un moment de l'histoire du pays où ça a commencé, où tout ça a commencé? Certainement. Il y a 3 tentatives Raté. de créer l'État-nation ratées. La première, c'est quand l'empereur a voulu faire de ce pays un État-nation. 1804. 1804-1806. Ça veut dire autour des casernes, il fallait avoir des écoles, il fallait avoir des hameaux qui permettaient aux gens de se placer sous la protection de l'État et d'avancer. À partir de 1806, la République de Port-au-Prince est venue contre l'État. Il y a la République de Port-au-Prince qui est contre ce pays. À partir de ce moment-là, nous allons voir une tentative avec Salomon pour construire l'État-nation. Malheureusement, on va avoir la bataille des libéraux et des nationaux. Puis, il va y avoir cette tentative de Dumas estimé pour faire de ce pays un État-nation, pour dire qu'on va se mettre ensemble pour avancer. Et puis, c'est un trou d'État qu'il a. Il a été déchouqué. Comprenez bien. Donc, ça veut dire que... Et c'est la même chose qui nous arrive tout le temps. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où, véritablement, nous n'avons pas conscience des moments politiques que nous avons ratés. Et il faut aujourd'hui que, quel que soit l'haïtien, il faut que nous puissions dire humblement que nous avons échoué. Mais vous avez parlé d'une pensée haïtienne qui a traversé tout le 19e siècle. Là. Certainement, parce qu'elle était basée sur la défense du territoire. Parce qu'il fallait valoriser l'haïtien, le noir, parce qu'on était dans un contexte bien déterminé qui obligeait un haïtien à répondre à Gobineau quand il a publié ses insultes sur la race humaine. Oui. Et j'aurais pu prendre d'autres exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des individualités qui se retrouvent à Harvard, à Berkeley, à Stanford, partout dans le monde. Mais ce sont des individualités qui participent au développement d'autres pays, qui n'ont pas encore publié, j'espère que ça va arriver, des ouvrages permettant de dire ça, c'est l'haïtianité, ça, c'est l'esprit haïtien. Que le jeune haïtien qui se trouve au Canada, qui se trouve au Brésil ou au Chili, le jeune haïtien qui se trouve à Jérémy chez moi ou à Jacmel, puisse se dire je me reconnais là, je comprends ce qu'il veut dire et je vais suivre. Et je me vois là. Oui, c'est ça. Donc là, absolument. Donc vous pensez que une telle compréhension, une telle conception pourrait justement constituer la toile de fond de cette pensée haïtienne que vous préconisez aujourd'hui? Mais certainement, puisque toute société qui n'a pas une pensée structurée est appelée à disparaître. Toute société qui n'a pas une pensée où la grande majorité est consentante, ça veut dire donne son adhésion, ne peut pas produire un projet commun. Parce que la réalité, c'est quoi? Faire un pays, c'est se dire qu'autour d'un projet, la grande masse accepte l'idée que l'on va atteindre ses objectifs, que l'on va faire ses sacrifices et que les résultats permettront à tout un chacun d'avoir une vie meilleure. Nous n'avons jamais ensemble esquissé un projet national pour dire voilà les sacrifices que nous devons faire, voilà les résultats escomptés et voilà comment nous allons partager ensemble les résultats. On impute souvent nos problèmes, nos échecs aussi autour d'un analphabétisme assez élevé, dit-on, en Haïti. Est-ce que, si c'est vrai, si, le cas échéant, est-ce que c'est pas à cause de cela qu'on a choisi la voie facile pour faire de la politique? Vous avez évoqué il y a quelques instants nos leaders politiques qui choisissent par exemple des slogans comme fond de leur programme politique, en lieu et place d'un programme qui devrait nous guider vers cette pensée haïtienne. Vous savez que la mutation qui s'est faite aujourd'hui, pourquoi on ne la comprend pas? Entre 1970
et 2000, pour avoir de l'argent dans l'international, pour quémander, différents gouvernements et ONG ont fait croire qu'il y avait un problème, entre guillemets, d'alphabétisation qu'il fallait réaliser en Haïti. Je me rappelle d'un débat que j'ai eu avec Monseigneur Gaillot un soir. J'étais à ce moment-là directeur de la mission Alpha, et je lui disais qu'il faut que l'Église catholique ferme la mission Alpha. Et on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, Monseigneur, écoutez. Alors que vous étiez responsable? Oui, j'étais responsable. Je lui ai dit, écoutez, nous sommes en train de jeter des fonds dans un mirage. Je dis, Monseigneur, est-ce que vous savez que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Haïti, même la personne qui n'a jamais été à l'école, cette personne-là connaît les chiffres et joue à la borlette. Je dis, Monseigneur, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et par l'Église catholique. C'est vrai que l'État, produit du système, n'a pas misé dans l'éducation. Est-ce que Wendell, aujourd'hui, vous êtes au courant que l'Église catholique dispose de 50 fois plus d'écoles que l'État? 4283 écoles, à peu près. Plus une université catholique, plus les écoles congréganistes. Ça veut dire que sur tout le territoire national, il y a eu une diffusion de savoir large entrepris depuis qu'il y a eu différentes réformes, surtout quand Maurice Dartigue a mis sur pied les écoles moyennes d'agriculture et où l'Église catholique a fait les écoles presbytérales pour porter le savoir un peu partout. Aujourd'hui, est-ce qu'on se dit que le nombre de jeunes de ce pays qui disposent d'un téléphone, il est un ignorant, et puis il utilise son téléphone, il envoie des messages, il fait tout ça, etc. Ça veut dire que nous nous amusons à nous mentir au lieu de regarder la réalité en face. Chaque année, des milliers de jeunes vont aux examens d'État. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Personne ne sait. Ils ne réussissent pas, ils n'ont pas accès à l'université, mais ils retournent dans leur ville, ils retournent dans leur commune. Pour faire quoi? C'est certaines fois pour enseigner, d'autres fois pour travailler, pour monter des petites entreprises. Mais c'est un savoir national, au rabais certainement, je n'en disconviens pas, qu'on peut valoriser. Et aujourd'hui, avec l'Internet, avec les radios, avec la télévision, on peut justement éduquer ces gens-là. Parce que le grave problème, c'est que depuis l'occupation américaine qui a initié ici les premiers rudiments de l'hygiène publique, jusqu'à peut-être la chute de Duvalier, aujourd'hui, on n'a pas de service d'hygiène publique, on n'a pas de voirie nationale, on n'a rien. Ça veut dire que les gens ne peuvent même pas comprendre que l'État n'existe pas dans sa mission régalienne qui est d'assurer la sécurité de la population. Et c'est peut-être de cela qu'on va parler au retour après la pause. Un plaisir de vous avoir avec nous, professeur Jeannin Léonidas. À tout à l'heure. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le professeur Jeannin Léonidas. Au cours de la première partie de l'émission, professeur, on a fait le tour, on a fait aussi un peu l'histoire, si je peux dire. On est allé jusqu'en 1804-1806 pour parler des moments de l'histoire, des moments ratés, je dirais. Vous avez souligné une absence de pensée haïtienne qui peut même être considérée comme étant à l'origine de nos malheurs. Sécheresse d'idées, errance. Vous avez estimé que nos décideurs ont choisi les slogans politiques en lieu et place de campagne basées sur des programmes politiques. Et c'est ce qui nous a conduit à cette situation aujourd'hui où l'on ne fait que médire de nous un peu partout à travers le monde. Et c'est nous qui l'avons construit, si je me fie à vos propos, professeur. Maintenant,
Comment s'en sortir? Est-ce que les élections sont donc la voie idéale pour sortir le pays du bourbier? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Même si on en parle, on souhaite y arriver. On fait du tâtonnement, on fait du surplace aussi pour arriver à des élections. D'aucuns pensent qu'il ne peut pas y avoir d'élections sans sécurité. C'est ce qui explique la présence de plusieurs forces internationales de sécurité. Je ne sais pour quel résultat. Il faut penser que, d'abord, les conditions sont réunies pour tenir des élections cette année, avant la fin de 2026. N'approchons pas la sécurité comme problème. Regardons plutôt autre chose. Si nous regardons ces 5 dernières années, combien de jeunes ont acquis la majorité civile et politique? Combien de familles se sont déplacées, ça veut dire laisser les zones comme Carrefour-Feuille, comme Pernier, comme Croix-des-Bouquets pour aller dans d'autres régions du pays? Est-ce qu'ils sont partis avec leur carte d'identification nationale? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour réaliser des élections, le CEP, la société ont besoin de temps. De temps pour se dire qu'il y a eu des déplacés. Comment faire pour les intégrer dans le processus? Il y a des gens qui sont dans les camps, qui n'ont absolument rien comme pièce. Comment faire pour que l'inscription se fasse, c'est-à-dire retrouver la carte électorale, puis l'inscription, avoir une liste électorale qui est saine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment aller aux élections avec 410 factories qui se disent être des partis politiques? Si nous voulons faire un pays, si nous voulons nous... Vous avez dit 10 factories. 410 factories? Oui, sont musiciens. Nos structures politiques? Sont musiciens, sont raquettes liées. Chaque nègre a un babraou et pour venir là, venir discuter la primature, besoin de job, besoin de bagaille, etc. Je parle de choses sérieuses. Ça veut dire que nous pas qu'à une société, côté que vous et moi, nous sommes 2 personnes responsables, pour ne pas dire la vérité aux gens. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut une loi sur les partis politiques qui fait mes raquettes business marché pour avoir 3-4 grands courants politiques où un débat est capable de tout faire. Est-ce que là encore, question d'individualité qu'on a dénoncé, est-ce qu'elle va poser? Parce que même pour mettre tête ensemble... C'est la société qui doit poser certaines choses. Comprenez bien. Nous levons matin, 20 nègres qui doivent décider de faire parti politique. Mais on est qui doit, dans sa galère, on est dans la Gonave, on est dans la font parti politique. C'est quoi cette plaisanterie? Comment une société civile, comment des associations professionnelles, comment des chambres de commerce, des associations patronales, des intellectuels, comment la presse puisse accepter que le pays a rentré dans ça? Aujourd'hui, 20 ratés décident d'occuper un espace, ils font du bruit, ils ont une autorisation dans qui dit qu'ils ont un parti politique, et ils ont jappé, fait n'importe qui bagage. Il faut arrêter cette plaisanterie. Monsieur Wemba, qui est-ce qui va bloquer? Cette tolérance vient du fait que, dans un premier temps, nous autres de la presse, nous continuons à battre un bon raté, un bon qui échoué pendant 40 ans là, la politique. Nous avons discours, nous avons parole, nous avons espace. Mais la deuxième chose, Wendell, quelqu'un qui vient ici à Métropole pour te dire qu'il est un leader de parti politique, il voulait passer dans le point. Souvent de l'adresse Patia, pas foutu non. À quel côté? Parce que l'adresse Patia, ça va brailler non capable. Aucune représentativité nationale. Aucune capacité de mobilisation, aucun discours. Donc, qui ça nous le fait? On a continué dans blague. Oui, mais content exemple sur le bail là, mais on connaît tout de 86 par exemple à nos jours, il y a un pile dirigeant politique, un pile dirigeant dans le pays qui composait facilement avec ces factories politiques. C'est pas comme ça. Oui, c'est ça. Ils composaient avec eux facilement. Parce que qu'on a besoin de quorum en quelque sorte. C'est pas même ça dire. Entre guillemets. C'est pas même ça dire. Alors, excusez-moi,
au lieu de composer avec les partis qui ont quand même une histoire, il y a les ténors de la politique, même si c'est rancé à penser tout parfois, mais on est capable de plus faire confiance parce que là, il y a un local. Mais dirigeants, ils facilement entendent avec ces factories politiques pour atteindre l'objectif par eux. Je vais être très dur. C'est ce que je veux dire là. Pour les qui vient nous, c'est que gon soi-disant gauche haïtienne, mercantile, volatile, racketteur, qui viennent là quand dans toute combinaison politique contre le pays. Puis, vous parlez de dirigeants, est-ce qu'on en a eu pendant ces 40 dernières années, si je mets de côté les 4 mois, 10 jours de Leslie Maniga? Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est responsable. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions impopulaires, certes, mais qui veut arriver à des résultats. Est-ce que nous avons ça à l'envie? Le grave problème de ce pays, c'est que la société civile, les soi-disant élites de ce pays, les hommes d'affaires de ce pays, croient fermement que René Préval a été une réussite. Voilà un homme qui, pendant 10 ans, a utilisé des combines pour arriver au pouvoir, a pris l'État et en a fait justement un espace de pillage avec certainement soi-disant leaders politiques. Et puis aujourd'hui, pour quel résultat? Absolument rien. Si ce n'est que la multiplication de ce système qui aujourd'hui paralyse totalement ce pays. Wendell Théodore, demain matin, devient Premier ministre. 400 nègres débarquent à Concatab. Ah, Wendell faut bon parti pas mener la wab qui ça. Ça veut dire que sinon m'a chauffer béton en amont. Ça veut dire que nègres prend pays en otage, nègres occupé un espace et j'aime d'où là, il y a une radio à télévision qui baille un espace pour parler. De qui ça absolument personne ne sait. Aujourd'hui, il faut une société qui décide que l'autre a pris la tête. Aujourd'hui, il faut nous décider que ce pays mérite d'être compris et d'être respecté. Donc, il faut élection, aucun problème. Je peux rentrer dans l'aspect sécuritaire. Un tiers de la population en âge de voter se retrouve dans le bassin métropolitain, il n'y a pas de capacité ça. L'Artibonite, le plateau central. On parle de quoi? Tout à l'heure, j'ai souri quand vous avez parlé de forces de sécurité internationale. Pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a absolument aucun plan qui laisse croire que des forces de sécurité sont sur le terrain. Probablement, ils vont venir, je l'espère. Mais là, il n'y a absolument rien comme possibilité, comme réaction. Non. Non, vous avez dit qu'il n'y a aucun plan. Aucun plan. Comprenez bien. Quand les Nations Unies ont décidé d'envoyer un général mongol en Haïti, c'est un espace excessivement difficile. C'est une société très complexe, Haïti. Vous prenez un monsieur qui n'a absolument aucune idée de l'Amérique latine, voire d'Haïti, et puis c'est lui qui dirige cette force. Qu'est-ce qu'il peut comprendre de la sociologie de ce pays? Comprenez bien. Non, mais est-ce que c'était nécessaire aussi? Pourquoi on n'a pas choisi un Brésilien, n'importe qui connaît la réalité latino-américaine? Est-ce que ça veut dire que selon vous-même, ça fait partie de complot pour nous toujours une force internationale souterraine? Haïti sont business depuis 20 ans. Haïti sont business pour un pile monde. Haïti sont business pour les Nations Unies, pour des ONG, pour le secteur d'affaires ici, pour la classe politique, sauf pour le peuple là. Ça veut dire que business là, chaque monde a essayé de faire ça a besoin de faire. Donc Haïti offre des opportunités d'affaires à tous. Extraordinaire. Ça veut dire que c'est pendant 20 ans où les Nations Unies a bien là, il y a des gens qui font beurre dans les Nations Unies. Haïtiens ou étrangers. Contrat, bagaille ou autre, etc. Force à venir là, il y a des contrats pour la vérade, pour toute qualité. Chaque monde a pris les business par eux, pays à lui-même absent. Ça veut dire que nous ne sommes pas intéressés à construire, à édifier l'État-nation. Si nous voulons suspendre, mesdames, à ce moment-là, nous pouvons ensemble définir les choses. Est-ce que c'est... Pourquoi ça ne va jamais arriver là? Pourquoi ça ne va pas prendre décision, j'en dis là? Parce que ce pays n'a pas d'élite. Ce sont des élites qui gouvernent. Ça veut dire des gens qui se sentent responsables. C'est plus gros mal le pays. Oui. Ça veut dire que lorsque je parle d'élite, vous savez, la semaine dernière, je regardais tardivement à la télévision
le patronat de la Côte d'Ivoire qui rencontrait le gouvernement. Je me fais rester en bas dormir. Même peut-être, pour ça que c'est pas un pays comme ça, c'est des hommes d'affaires qui viennent, qui rencontrent le gouvernement, et le président de cette chambre dit au ministre des Finances, nous avons 235 milliards d'investissements pour 5 ans. On voit la surprise, c'est le ministre des Finances et le président. Voici les lettres d'intention de Proparco. Voici les lettres de financement du Fonds qatari de développement. Voici, ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui attendent que l'État leur offre la possibilité de faire n'importe quoi. Ce sont des gens qui croient dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui ont été, premièrement, qui ont conçu des projets, qui ont appelé des compétences nationales et internationales pour les présenter. Mais au fait qu'il soit là, quand même, ils ont financé campagne candidat pour une députée, pour une sénateur. Ils ont financé campagne qui ça? On avance. On n'a pas de très sérieux. Oui, nous sérieux. Ça fait mon pile de la peine, vous connaissez? Ça fait mon pile de la peine parce que des fois, je suis dans l'incapacité de répondre à certaines questions que me posent mes enfants. Parce que, comprenez, je constate que j'ai échoué. Comment, par exemple, exiger de mes enfants un comportement, une attitude, un effort de dépassement quotidien pour y avancer? Et puis, le regarder ça qui a passé dans le pays, il a presque dit, mais papa, pourquoi tu as une école? Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui dans ce pays. On a une jeunesse qui, normalement, a ouvert la voie facile pour lui. Il commence à partir du moment côté que la radio, nèg a metté en valeur de nèg qui se dit là. Il commence la politique côté que les plus grands voleurs, des nèg qui pillaient la République, ils ne doivent pas l'effort. Ils doivent ser leader politique, ils doivent chita sur table pour négocier. Alors que la nation a peur de demander des comptes. C'est comme si nous acceptions que moi-même avec vous qui fait effort pour nous bon ligne, pour nous dire tête nous que l'honnêteté, la compétence, les valeurs morales, c'est ça. Et puis nous dites, et nous pas normal là. C'est nous pour retirer pour nous quitter que nèg ça yo bouillant, yo intolérant, et puis c'est eux qui occupent l'espace ça capable avancer. Peut-on forger des élites? Certainement. Une élite secrète. Ah non. Secret, tu dis? Ah oui, on crée des élites. Des salines créons une élite guerrière dans ce pays, qui savait qu'elle devait protéger le territoire national. La défense du territoire national est sacrée. Partout des forts ont été érigés, c'est le sacrifice de la masse, guidé par des élites guerrières qui étaient là. Il y a eu plusieurs tentatives, malheureusement, d'avoir échoué. Il y a eu cette volonté de Salomon de faire une élite de ce pays. Il y avait Antoine Simon qui arrivait à Port-au-Prince apportant la modernisation avec Septimus Rameau. Les Port-au-Prince disent, nous sommes cabrit qui bat le pouvoir, je ne sais pas qu'on livre. Tu as été professeur d'école, directeur et délégué départemental. Pour arriver là, être président de la République, malgré tout ce qu'il avait comme bonne volonté, malgré l'immense génie de Septimus Rameau, nous dit, nous ne pouvons pas marcher avec, nous caser ça. C'est dernièrement, c'était estimé. Donc, comment pour nous arriver à faire une société comme ça? Il faut commencer par être homme. Ça veut dire qu'on est que c'est monde. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont indiscutables, que l'humanité a acceptées. Le fin dit que c'est monde qu'on a son citoyen. Ça veut dire qu'on appartenir à un territoire qu'on fait pour valoriser. Et le fin dit tout qu'on soit haïtien. Ça veut dire qu'on a une mission. Parce que l'Haïtien a une mission de par le monde. Nous sommes porteurs, nous avons créé la liberté, nous avons valorisé la race noire, nous avons démenti et démantelé justement le système esclavagiste de par le monde. Si ce n'est pas ça que nous comprenons, si ce n'est pas ça que nous valorisons tête nous, partout. On parle de là qui est fort, mais qui est réalité. Je parle à des communautés haïtiennes du dehors. Combien de nous qui connaissent qu'il y a des jeunes, 2 filles, qui ont été au Chili, après 4 ans, qui ont intégré le barreau de Santiago. Ça veut dire qu'ils ont maîtrisé l'espagnol là. Ils ont fait des études supplémentaires en droit. Aujourd'hui, elles sont avocats au barreau de Santiago. Je regarde les multiples petites entreprises,
que les Haïtiens et les Haïtiennes ont monté à Tijuana au Mexique. Que ce soit coiffeur, que ce soit mon café manger, que ce soit studio, mais ce sont des petites entreprises que l'État mexicain autorisé au barreau patente pour faire et qui permettent que vous voyez comme bail famille ici. Je le vois partout. Mais sauf que ça ne nous intéresse pas en tant que société de savoir que ces communautés frères participent à notre développement, que ces communautés frères ont besoin de notre présence pour avancer, pour grandir, pour solidariser. Nous sommes le seul pays au monde qui a une diaspora aussi désorganisée. Donc, ça veut dire que le problème, c'est nous pour faire foi sur nous. Est-ce que là encore, nous ne pouvons pas de blâmer tête? Non, parce que le problème en Haïti, nous allons avec eux. Tu vas faire l'éducation? C'est parce que nous n'avons pas d'élite pour nous suivre, nous n'avons pas de modèle. Nous allons avec eux là-bas, tout. Oui, mais le niveau là-bas, nous avons un modèle, oui. Non, là-bas, nous respectons les principes. Nous respectons les principes, mais nous avons un modèle que nous suivons. Là, nous avons même, par exemple, ce jour, il y a un petit effort qu'a fait, soit là-bas, qu'on connaît que ne doit pas utiliser le téléphone, ne pas utiliser les, il faut qu'on reste dans la ligne, on reste. Je dis, et si effort ça a fait, nous respectons, mais avant, c'est des batailles. Tandis que nous arrivons là-bas, nous conformons, nous. Mais je ne vais pas le avant. Et ça ne va pas souhaiter qu'on fâché. Je ne vais pas fâcher. Si discipline ça, les gars ont imposé là, oui. Pour passer, il faut payer. Ils dit à 9h, on ne peut pas passer sur route là, personne ne peut pas passer. Ça veut dire que voilà que, traditionnellement, dans l'histoire de ce pays, nous sommes revenus au temps de la colonie. Et la mauvaise période, ça veut dire où les bonnes armées imposaient leurs lois. Petit Noël, sans souci, la modérance. Est-ce que tout ça, l'ouverture va émerger? Est-ce qu'on aura des salines? C'est la grande question aujourd'hui. Pour pouvoir forger et formater justement un projet social de renaissance et de régénérescence de l'homme haïtien. Parce que l'état que nous y est, je dis, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas quoi que ça là, demandez-nous ni pour nous prendre à la légère, ni pour nous garder le temps, comme tu as dit, sont certaines défaitistes. Non. Nous avons erré pendant longtemps. Nous avons fait le choix de ne pas construire un pays. Nous avons pendant longtemps laissé la République de Port-au-Prince tuer l'État-nation. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes de la province. Oui. Et alors ça, vous pouvez dire que je me fâché, mais même si la réalité blesse, la vérité blesse, nous devons dire, admettre, reconnaître. Et ça, se dit là, c'est vrai, mais... Pas normal. Mais il n'est pas normal. Mais il n'est pas normal que c'est les gangs qui font leur loi et ils ont imposé loi. Ils définissent le mode de vie. Et nous respecter les. Ou pas qu'à le côté qu'on allait. Claire. Et maintenant, la grande question à se poser, que font les autorités républicaines? Ah, il y en a. Je ne savais pas qu'il y en avait. Non, non. Non. On peut exercer, on peut porter un titre. On peut occuper une fonction. Ça s'arrête là. Maintenant, exercer une autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est être capable de prendre des décisions. Oui, mais elle commence longtemps. C'est certain. Elle commence longtemps, c'est ça m'a dit. Et c'est pour ça que je te dis que nous ne sommes pas en crise. C'est un système, c'est une crise systémique. C'est-à-dire c'est un système qui a commencé longtemps, qui aujourd'hui a désagrégé et qui n'a pas nous le tête. Et comme pas qu'on pensée structurée, comme pas une élite qui pour ramasser, qui pour dire ok d'accord on va changer, nous n'a pas fait là, nous n'avons la boune par contre qui s'agnier etc. Professeur Léonidas, c'est que je vais parler là, c'est que nous tous aujourd'hui n'a pas tête nous mentir. Ah mais c'est certain, nous pas admettre que nous échoué. Non, non seulement ça, bon c'est clair que nous échoué, mais n'a pas tête nous mentir, n'a illusionné tête nous. Le fait que nous croyons que le problème Haïti, le problème d'insécurité, il va le résoudre bientôt. Excusez-moi. Pour le résoudre bientôt, il faut nous commencer par prendre les mesures. Pour nous, il faut donner des données pour que nous résoudre. Oui, qui mesure qu'on s'en va de Cabra? On sait une question que je vais poser l'État. Est-ce que nous avons une population qui ici, je dis? Non. Est-ce que nous avons des gens qui sont déplacés? Non. Est-ce que nous connaissons combien d'immeubles qui étaient dans Port-au-Prince? Non. Chaque jour, bon Dieu mettez, il y a des gens qui ont quitté des zones,
cap monter vers Pétionville, vers Jalousie, vers Néret, vers Thomasin, vers n'importe quel côté, etc. Quel est le contrôle que l'État a dans ça? Ça veut dire que les gens cap monter à là, pas monter avec 15 ans, pas monter avec munitions. Il n'y a absolument aucun contrôle de l'État. Ça veut dire que le territoire national ne nous intéresse pas. Donc il n'y a pas d'autorité. Comprenez bien? Au capable d'exercer en fonction. Petit nous l'accent souci comme chef de bande, de régné dans le nord, fait ça au Pitoui. Il y a l'habitation, pillé, violé, monument, tout qualité barri. C'est vrai que c'est des chefs. Mais il n'y avait absolument aucune autorité qui dit ensemble de bagaille. Parce que c'est extrêmement important hein, pour nous garder, pour nous comprendre. Pour nous rendre compte que nous avons choisi volontairement, pendant 2 siècles, d'ignorer les lois qui permettent qu'il y ait une république capable de consolider. Le problème, ce n'est pas seulement l'inégalité sociale. L'inégalité sociale, là, l'aggraver, tout ça, etc. Mais quand nous avons rejeté et refusé l'idée qu'il faut un plan commun pour nous mettre ensemble pour créer l'État-nation, ça va beaucoup plus grave. Ça va beaucoup plus grave. Il y a des sociétés qui se sont désintégrées et qui par la suite vont trouver justement une élite, un groupe qui va dire « Ok, on ramasse et on va vers quelque chose ». Je regardais il y a peut-être une dizaine d'années, la Grèce qui était en grosse crise économique. Ce sont des économistes grecs, ce sont des sociologues grecs, ce sont des politiciens grecs qui, ensemble, ont défini quelque chose pour dire voilà ce que nous voulons de notre Grèce, de notre pays. Et ils ont été au Parlement européen, ils ont été auprès du Fonds monétaire international, auprès de la Banque mondiale, ils ont discuté, mais ils sont venus avec des solutions. C'est le cas de l'Argentine. C'est des pays où il y a une élite, ça veut dire des gens capables de penser, des gens capables de prendre leurs responsabilités, ça veut dire des autorités, elles peuvent être morales, politiques, culturelles ou autres, mais ce sont des autorités, des gens qui croient qu'il y a un devenir à construire, qu'il faut prendre des décisions, parce qu'il ne suffit pas seulement de diagnostiquer, tout le monde peut diagnostiquer. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? C'est ça la grande question. Comment faire? C'est des gens, ce sont des penseurs qui doivent pouvoir arrêter. Et maintenant, il faut que ce que nous avons comme pensée, ce que nous avons comme projet, il faut que nous ayons l'adhésion populaire pour qu'il y ait une cohésion entre les masses et ceux qui se définissent comme étant des élites, comme étant des possédeurs, comme étant ce que vous voulez, pour pouvoir maintenant construire un pays. On peut construire, on peut créer une élite, on peut aussi créer des élites. Oui. Claire. Et selon vous-même, c'est possible en Haïti, je dis, c'est seul ça qui a retiré nous là, côté nous là. Nous avons de grandes possibilités à l'extérieur du pays et dans le pays profond. J'explique ce que je veux dire. Dans les hauteurs de Grigri, je regarde un homme qui s'est sacrifié pendant 43 ans comme professeur, son directeur sauvelier, il a mené Timoun l'école, il a fait l'école pour Timoun, il a dégrossi l'intelligence. J'ai toujours eu ça comme exemple. Je dis que la première fois que je suis allé au Mall Saint-Nicolas, j'étais choqué. J'étais choqué parce que on qui était rappelé automatiquement mon papa. Deux professeurs d'école, directeur de l'école, inspecteur d'éducation nationale. Mais je regardais ce monsieur qui n'avait rien à voir avec l'enseignement. Je veux dire, monsieur Nomouré était là, tout le monde a pris le monsieur direct. Il était comme nous, tout le monde qui a passé par l'école. Un tel, là, c'est trois maris. Un tel, Ouawita. Un tel. C'est-à-dire, on sentait chez ce monsieur une volonté d'être responsable. Il dégageait une autorité morale et il veillait. Et naturelle. Et il veillait sur sa communauté. Autant je ne pas être côté. On a plusieurs exemples comme ça. Donc on peut parler de lui comme un leader. Comme un leader, comme un modèle. Comme quelqu'un qui est capable autour de lui de mettre ensemble des gens pour devenir des élites. Alors avec la différence, ça que le fait côté l'IA, des cas difficiles dans une grande métropole pour le faire. Non, je ne suis pas d'accord. Pour une raison très simple. Je prends une ville comme Paris, par exemple, que yo scindé en différentes communes ou en différentes villes. Pourquoi? C'est parce que justement, quand on a vu que les grandes métropoles, les grandes mégapoles, pas un petit groupe qui amène, on a fait en sorte qu'il y ait plusieurs pôles qui se réunissent et qui vont dans la même direction.
Parce que l'intérêt, c'est quoi? Là, c'est collectivité, on va parler là. C'est clair, c'est l'esprit communautaire que nous n'avons pas. Nous n'avons pas l'esprit communautaire. C'est-à-dire que non seulement on a une individualité à totale, mais on ne peut pas être simple. Les coopératives. Non, mal beaucoup plus loin que ça, parce que je ne pas faire l'argent. Pas pour être simple. Non, pas nécessairement l'argent. L'idée, le combitisme, par exemple. Le combitisme, oui, ça aurait pu être un exemple. Même pas pour être simple, pour plus facile. Le carnaval finit, Jacques Mel. Moins de 2 mois après, tout le monde qui travaille masse commence à réfléchir sur ce que ça va le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette volonté de faire de Jacques Mel un espace culturel élitiste que si l'État lui-même, si la société a été comprendre nos grandes bagailles, l'État dit tête li, faisons le boulevard du carnaval de Jacques Mel comme au Brésil. Nous apporter la ville là, ouvrir la juste de l'aéroport là, et pour dire tout avec ce boulevard, vous allez attirer des touristes. On va donner justement des licences à des gens, des prêts pour que le monde fasse hôtel. Et à partir de ce moment-là, l'industrie du massage Jacques Mel, nous pas faire la papier ciment encore, nous fait avec d'autres papiers, nous fait avec d'autres colles qui permettent que massage, nous allons venir l'hôtel, nous allons venir au bon côté, le musée ou autre pour nous avancer. Mais ça demande le Rio haïtien. Le Rio caribéen. Le Rio caribéen. C'est nous pour décider contre qui ça n'a pas la tête, nous. Ce que nous refusons de faire. Comprenez bien. Très bien. Aujourd'hui, il faut que nous décidions que ce pays a besoin de dirigeants, d'autorités, d'une élite. Elle doit être morale, elle doit être politique, elle doit être économique, elle doit être culturelle. Ce n'est pas l'élite répugnante. Bon, pas même avec ça, c'est le répugnant qui font élite. Parce que par choix, l'élite doit être responsable. Religion voulait. Professeur Léonidas, c'est un gros plaisir pour moi pour me détendre matin. Et au bas nous en pile matin. Au bas nous en pile, nous apprenons en pile, nous prenons en pile. Nous croyons que ça c'est un premier, après d'autres. Merci Wendell. Invitation est venue, comme dit, l'on se précote que nous faisons commander. Parce que ça, à la disposition de Le Point, peut-être toujours un mercredi, parce que les autres jours, je suis sûr. Je me connais, on l'a invité, je l'ai autour. Aucun problème. Ça ne dérange pas du tout. Merci. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le professeur Janelle Léonidas. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi, d'avoir apprécié. Je vous souhaite une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.